Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Alors, avant de commencer, j'ai envie de dire une chose, merci à vous, à tous ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un petit pouce bleu, en laissant un commentaire, en partageant la vidéo. On a dépassé les 3000 abonnés, ça fait très plaisir. Alors, oui, il y a plein de chaînes qui atteignent les 3000 abonnés en quelques semaines, quelques heures, quelques mois, qui progressent beaucoup plus vite que moi. Je le reconnais, mais bon, moi j'avance à mon rythme, je fais ce qui me plaît, je suis pas les tendances, voilà, et donc ça fait très plaisir. Normalement, début de semaine prochaine, on va voir, enfin, il y aura la FAQ qui va sortir. Là, je tourne cette vidéo, on est lundi, je pense que je vais commencer à attaquer la FAQ mercredi, jeudi, donc... et comme la vidéo sortira vendredi, ça sert à rien de laisser des FAQ, c'est trop tard, voilà. Fallait répondre quand j'en ai parlé, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, on va attaquer avec mes lectures plutôt légers, parce que il n'y a pas de gros titres, on va dire, fédérateurs, où je sens que ça va tirer du clic, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, là, c'est vrai qu'on arrive à une période où... on est fin octobre, début novembre, les éditeurs gardent un petit peu leur série sous le coude pour Noël, donc forcément le mois de novembre est souvent un petit peu le ventre mou, fin novembre, fin octobre, début novembre, souvent c'est un petit peu le ventre mou avant fin novembre, début décembre, où là c'est le raz-de-marée, il y a 40 séries qui sortent d'un coup, c'est un peu une sorte de deuxième Japan Expo en termes de sortie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et on commence maintenant. On commence avec Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors, c'est le deuxième tome. Alors, j'avais reçu le premier en service presse. Je voulais faire une vidéo manga chaud dessus. Et quand j'ai lu le tome 1, j'ai un petit peu grincé les dents parce que je connaissais la série. Alors, j'ai découvert la série parce que Moebe l'a annoncé. Je me suis dit, tiens, je vais regarder l'animé chez qu'un animé par KyoAni, si j'ai pas de bêtises. J'ai adoré l'animé. Et quand j'ai vu le manga, j'ai fait... Ah ouais, l'animé a sublimé le manga, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de séries quand même où l'animé a mes 10 niveaux, enfin mes 10 km d'avance au manga. C'est le cas pour Dragon Maid, Miss Kobayashi, etc. Ce qui fait que j'ai pas eu envie de commencer à en parler parce que je sentais que j'allais être salé et que c'est pas cool pour la série parce qu'elle est quand même très bien, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que l'animé a une aura, une couleur, enfin, je sais pas, ils sont surdosés tout. Mais ça reste quand même plaisant à lire, ce tome 2 était vraiment cool, donc je voulais commencer à parler avec le tome 2, qui a mis un petit peu de temps à sortir quand même. Donc là on est quasiment à la fin de la saison 1, par rapport à ce qui se passe dedans, même s'il y a plein de trucs qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas débuté, notamment je crois qu'on n'a quasiment pas vu le petit garçon magicien Shota, la relation entre le dragon masculin qui vit avec le collègue geek de Kobayashi, à peine amorcé, alors que dans l'anime il y a eu quand même pas mal de choses. Et en fait là ça se termine quand même avec le gros plot de la fin de la saison 1 qui était le gros épisode, combat, méchant, etc. Nakana qui va à l'école, etc. Donc c'est sympathique. J'apprécie, mais c'est vrai que j'aurais pas vu l'anime. Je pense pas que j'aurais acheté le tome 2. Là je le poursuis parce que on m'a dit, t'inquiète pas, le manga, il va devenir fou furieux. Quand on va avoir les arcs qui sont pas encore adaptés en animé, c'est une dinguerie. Donc, je fais confiance à mes potes, je continue à poursuivre la série, et voilà, je vous dis pas que c'est une masterclass, que c'est un incontournable, regardez l'animé il est dingue, les OST sont dingues, les openings sont dingues, et c'est un truc où tu te dis, c'est quand même des dragons qui viennent sur Terre, qui se déguisent en humains avec des gros boobs, enfin des humains en gros boobs, parce que quasiment tous les dragons, il y en a, sur les 5 qu'on connaît à la fin de ce tome-là, il y en a 4 qui sont des filles, il y en a une c'est une gamine, c'est celle-ci, et les 3 autres, c'est des meufs à gros seins. Voilà, on en est à ce niveau-là. Tiens, en plus, ça n'est pas encore arrivé, le quatrième dragon, qui normalement devrait déjà arriver, parce que dans l'animé, ce qui se passe à la fin de ce tome-là, c'est vraiment à la fin de la saison, donc là, ils ont remodelé un petit peu tous les arcs narratifs par rapport au manga, parce que de ce que j'ai vu des couvertures, il y a un personnage de la saison 2 qui est déjà sur la couverture du tome 4, donc il va apparaître très tôt dans la série, et voilà. Donc ce que j'ai dit, c'est quand même des... je reviens à ce que je voulais dire au début, c'est quand même des dragons à gros seins, enfin qui se déguisent en meuf à gros seins, parce que on a un bonnet D, comme dragon, et qui se battent, et qui a des putains de sets de baston, et c'est dingue, c'est débile, mais c'est dingue. Donc voilà. Regardez l'animé sur Crunchyroll, vous allez voir, vous allez prendre une giga claque. Arrête de me chauffer, Nagatoro, tome 3 de l'édition Deluxe, donc avec ce petit fascicule. Alors, j'avais pas fait gaffe, et en fait j'ai regardé sur le fascicule du tome 2 Deluxe, il est marqué « Tu m'as chauffé Nagatoro », et sur ce tome-là c'est marqué « Je veux te chauffer Nagatoro ».
J'ai fait waouh. là, les auteurs, et celui-là, je trouve qu'il est hard. Les petits bonus qu'il y a dans celui-ci, je les trouve beaucoup plus hard que dans le premier qui était plus mignon. Là, c'est des auteurs qui font des histoires de Nagatoro et du Senpai. Je les trouve beaucoup plus violentes en termes de ce qui se passe dedans. Là, ils sont lâchés, les auteurs. Donc, le troisième tome, on est toujours sur ce qui a été adapté dans l'animé. On a un gros passage qui est à la fin du tome sur le héros qui va à la plage avec Nagatoro et ses copines. Il y a ses copines qui sont apparues dans le tome 2 qui sont de plus en plus présentes. Il y a la scène où elles veulent que le héros les plotte, mais en fait c'est juste des brioches qu'elles ont mis dans leur soutif. Il y a le passage où il se fait couper les cheveux, voilà. Il y a un peu plus de passages. Voilà, c'est sympathique, c'est mignon. Moi j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2 et l'animé en règle générale, où, comme je disais dans ma vidéo manga à chaud, je pensais lire un manga ecchi, bête et méchant, sur voilà, juste une gamine qui va se montrer en petite culotte à chaque fois, H24. Il y a un peu de ça, mais c'est un peu plus malin que ça, même si j'avoue que je trouve que des fois la finesse du premier tome est un peu plus gâchée dans les tomes suivants. Alors il y a un peu moins de... Il y a quand même du ecchi, même peut-être même un peu plus présent, mais je veux dire, dans le sens où on sent un peu plus le côté romance, où Nagato, tu sens qu'elle est de plus en plus... On sent qu'elle est amoureuse du héros, et qu'elle sait pas comment le dire, et qu'elle essaie juste de le chercher. Comme j'ai toujours dit, hein, on dirait Takagi no Takin version hardcore, où ils sont au lycée, et là par contre, elle commence à lui faire des rentre-dedans beaucoup plus violents que dans Takagi, où c'est beaucoup plus mignon, vu qu'ils sont fin école primaire, début collège. J'ai vu que la saison 2 a été annoncée, il y a une sorte de vague d'indignation, où les gens ont dit « Non mais attendez, vous mettez ce pédophile en saison 2, c'est n'importe quoi !» Faut vous calmer quand même les gars, hein. Genre, à quel moment c'est pédo... Alors oui, c'est une lycéenne, alors qui fait quand même très juvénile, qui est des fois des tenues un petit peu olé olé. Il y a quasiment tous les ecchi, les isekai, c'est comme ça, hein. Faut vous calmer, quoi, ok, vous aimez pas la série, mais, genre, je dis pas que les gens doivent adorer la série, hein, ils font chacun à ses goûts, mais dire, parce qu'il y a une gamine avec des petits seins, qui est des fois tenue un peu légère, c'est un truc de pédophile, bah on va interdire tous les isekai, on va interdire tous les manga ecchi, parce que à ce niveau-là, voilà, c'est aussi des trucs de pédophiles. Alors surtout qu'en plus j'en ai parlé sur mon Twitter, suivez-moi, ça me fait penser à un tableau de Manet. Alors j'ai oublié le titre, excusez-moi, je crois que c'est La jeune fille au bord de la rivière. J'essaie de remettre le titre dans un coin, et que j'avais découvert au lycée. Et alors je me souviens d'une anecdote que nous avait dit, alors quand j'avais visité je crois que c'est le Louvre ou le musée du Quai Branly, ou un autre... Dans le Quai Branly c'est des œuvres de nom européennes. Donc je crois que c'est encore un autre, c'est, je sais plus, Orsay, je crois que c'est le musée d'Orsay, je sais plus. Et donc la personne qui nous avait fait la visite avec ma classe avait dit que beaucoup de gens étaient choqués par ce tableau parce que ça les ramenait à leur perversion intérieure. Et je me dis, merde, est-ce que les gens qui aiment pas Nagatoro, en fait, au fond d'eux, ils sont juste un petit peu de pédophiles. Voilà. Là, j'ai cassé internet, hein. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont s'offusquer de ce que je vais dire. Peut-être que j'ai une grosse connerie, mais en tout cas, voilà, je voulais parler un petit peu de Nagatoro. Je vais pas dire que je vais défendre la série, parce que je suis pas non plus un fan hardcore, mais j'aime bien, j'apprécie ma lecture, même si, d'après ce que j'ai compris, ça devient un peu moins etchi et plus romance par la suite. J'ai hâte qu'on atteigne cette partie-là, parce que c'est vrai que des fois, par moment, notamment la version de luxe avec ces petits garnets-là, qui là, par contre, ouais, est très hardcore et va vraiment dans la limite où faut vous calmer quand même. Des fois, les auteurs ont l'impression qu'il y a une pulsion qu'il faut qu'ils sortent. Là, des fois, c'est un petit peu hardcore. Bon, là, ça va être un peu plus rapide parce que c'est des choses que j'ai pas encore lues. C'est le 4e tome de The Promised Neverland et le guidebook de The Mystic Code. Donc c'est le 4e et normalement dernier tome. Alors d'après ce que j'ai lu au résumé, ça se passe 2 ans après la fin du manga. Donc là, pour le coup, je suis assez intéressé de lire ça. J'ai les 4 bouquins de TPN et j'en ai lu aucun. Donc il faudra peut-être que je prenne un de ces 4 le temps de les lire, ça s'accumule, j'ai plein de light novels, j'ai les One Piece, Berserk j'ai lu, j'ai les Demon Slayer, et j'ai pas le temps de les lire, alors que des fois j'ai le temps, mais c'est juste que je préfère lire d'autres romans que lire ça, mais un de ces 4 je vais prendre le temps, déjà les One Piece je vais les lire, les 2 histoires de Ace et de Law, l'histoire de Law, parce que j'ai vraiment envie de les lire, les découvrir, même si j'ai vu la version Boichi sur internet, j'espère qu'elle arrivera un de ces 4 en France chez Glénat, ce serait vraiment intéressant qu'ils fassent ça, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Je pose ça là. Et donc, The Mystic Code, c'est un bouquin de
228 pages, 230 pages, donc qui est un guidebook, databook, sur plein d'informations, alors qui est classé, d'après ce que j'ai vu, je l'ai pas lu, hein. C'est 200 pages quasiment que de texte ou d'explications, j'ai feuilleté un petit peu le début, et les autres pages, et donc c'est classé par arc, donc l'arc de l'évasion, l'arc où on survit dans la forêt, qui est pas dans l'animé, l'arc Guilty Pond, qui est pas dans l'animé, et les arcs suivants, qui sont pas dans l'animé. Voilà, ceux qui ont vu la saison 2, mater le manga, parce que en fait ils vous ont fait l'adaptation des 12 derniers tomes en un seul arc, en une seule série de 12 épisodes, en enlevant sur les 12 tomes, ils ont enlevé 9 tomes, on va dire ça comme ça, donc c'est un peu hardcore. Donc ce que j'ai lu un petit peu, il y a pas mal d'explications sur, genre, par exemple, faut que je la retrouve cette page-là, voilà. Par exemple, ah tiens, Gilda, on l'a dessiné d'une manière, avec ses lunettes, son regard, pour qu'on croit, pour que le public pense que ce soit elle la taupe. Il y a une case, je sais plus, c'est cette page-là, genre, tiens, ce chapitre-là, le chapitre 3, où Mama, attendez, je vous le montre, tac, Mama fait super peur. Ben, c'était vraiment prévu pour ça, il fallait vraiment qu'on montre que Mama c'est devenu la menace, etc. Genre, le conflit sur la position, la case où Mama regarde Emma, etc. Et donc il y a des explications entre Shirai et Sugita, enfin entre les... c'est ça, entre le dessinateur ou le scénariste et l'éditeur. Ça a l'air hyper intéressant, je pense que ça fourmille d'informations, et peut-être que je vais enfin comprendre, alors c'est un truc que j'avais vu dans les premiers tomes, sur vous savez, les petites notes d'auteur, où elle disait qu'il y avait une explication sur les chiffres sur le coup, et alors, soit j'ai raté un truc dans le manga, mais j'ai toujours pas compris c'est quoi la logique en fait. S'il y a une explication véridique, sauf si c'est juste, bah en fait, ils ont écrit dans le coup parce qu'ils sont à Greatfield House, et puis basta, c'est tout. C'est juste, on met ça sur le coup parce que Greatfield House, pour moi, je pensais que les chiffres avaient une signification, ou au moins une explication. Si c'est juste, non, en fait, ils ont un truc sur le coup parce qu'ils vivent à Pékin, ou ils vivent à Paris. Je trouve ça un peu léger. Si quelqu'un a une explication, une vraie explication, il me dit, mais si c'est juste ça, c'est un peu nul. On va rester sur quelque chose que j'ai pas totalement lu, c'est l'encyclopédie des animés, donc le volume 1 de 1963 à 1979. Donc c'est Animeland, et donc qui édite ça avec leur éditeur Inis, donc qui a édité plein de bouquins sur le monde du manga et surtout le monde de l'animation, notamment l'histoire du manga moderne par Mathieu Pignon et Fabien Lefebvre, qui est un bouquin que j'adore. Ils ont fait 100 films d'animation à voir, 100 séries d'animation à voir, un siècle d'animation japonaise, qui sont des gros bouquins hyper intéressants, qui font plus de 100 pages et il y a pas mal d'informations. Et donc là, ils ont entrepris l'idée de faire une encyclopédie de... Après ce que j'ai compris... Oh, ça s'est cassé la gueule. Voilà. Alors, je disais, il y a un encyclopédie d'une dizaine de pages sur toutes les créations de Japanimation. Donc là, ils adaptent... ils ont couvert plus d'une décennie, parce que, comme il l'expliquait, à cette époque-là, il n'y avait pas autant d'animés. Quand on arrive début 2000, ou même fin 90, début 2000, avec 50 animés par saison, et qu'il y a 4 saisons, donc ça fait 400 animés, plus les films, plus les OAV, ça fait beaucoup. Là, c'est une époque où il n'y avait pas encore d'OAV, quelques films et des séries. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le bouquin retrace une longue période. Forcément, plus on va se rapprocher de notre époque, plus il y a des chances que les bouquins soient soit plus épais, soit couvrent une plus petite période. Donc c'est super intéressant. Alors j'ai lu juste l'introduction, l'avant-propos, explication, les thèmes, parce qu'après, c'est juste... On présente... Alors c'est juste, hein. On présente des œuvres, hein, donc voilà. Hein. Ah, attention, j'ai bougé le micro, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc on présente des œuvres, année par année, production par production, donc, ce qui est super intéressant. Je vais juste bouger un petit peu ça. Ouais, alors, on voit les séries en noir et blanc, on voit le début de la couleur, et les explications. Alors, d'après ce qu'ils expliquent, ils expliquent aussi que telle série a inspiré telle autre série, que telle série, voilà, c'est le début de la mouvance de ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, tiens, à partir de quand on a eu les premières séries de robots, et à partir de quelle année il a commencé à en avoir, genre... 8 par an, ou 8 par saison, etc. Genre une sorte d'écœurement, parce que c'est vrai que, mine de rien, il y a eu, on parle de Gundam comme étant leur évolution, mais avant la révolution Gundam, il y a eu une autre époque, hein, où il y a eu des robots. Ça, c'est super intéressant de voir tout ça. Alors c'est sûr que, après, c'est pas hyper... c'est que c'est une encyclopédie, quoi, donc tu lis pas de A à Z d'une seule traite, tu prends ton temps, tu lis ça tout doucement, mais sûrement. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, je vais sûrement les poursuivre, les acheter tous. Je sais pas, ça dépend du rythme, si c'est vrai que c'est un par mois, je risque de pas tout acheter, mais bon, je pense que vu le temps de travail qu'il y a sur au moins les premiers, parce que forcément,
on parle d'une époque, genre ça a plus de 50 ans, quoi. Alors, ils expliquent aussi, hein, ils ont commencé en 1963 parce qu'ils ont voulu commencer avec l'animation japonaise de manière des séries. C'est sûr qu'il y a eu des films d'animation, et peut-être des séries, il y a bien avant, de toute façon c'est un siècle l'animation japonaise, donc c'est sûr que ça c'est bien avant, mais c'est surtout le côté avec l'arrivée de Astro Boy, le fait que on produit un rythme hebdomadaire constant. Donc c'est la production, la manière que Tezuka a révolutionné la Japanimation avec son studio, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé avec cet animé-là, et c'est que ça commence en 63. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Alors je vous conseille de le prendre en hardcover, pas parce que c'est plus cher et qu'il faut acheter plus cher, etc. Non, parce que je pense que c'est des bouquins qui méritent de survivre dans une bibliothèque, et j'ai peur que la version juste magazine, voilà, comme le Atom qui est juste là, j'ai peur que sur le long terme, ça survive pas. Surtout que c'est ce genre de bouquin, moi en tout cas je sais que si un jour j'ai envie de parler, je sais pas, hein, je dis une connerie, mais l'évolution des robots dans la Japanimation, qui arrivera sûrement jamais, hein. Je suis pas assez calé dessus, et je suis pas assez motivé pour regarder 40 000 séries des années 60 sur les robots. C'est hyper intéressant de te dire, tiens, il y a eu cette série-là, et au moins regarder quelques épisodes pour se faire une idée de qu'est-ce que ça apporte comme thématique, ou essayer de comprendre, bah eux ils ont fait des recherches, bah essayer de récupérer leurs recherches, et leur voler pour faire une vidéo. Voilà, donc voilà, je vous conseille. Vous faites ce que vous voulez ensuite, mais moi en tout cas, c'est sûr et certain que je vais les poursuivre et j'en parlerai régulièrement, même si, comme j'ai dit, hein, je vais pas lire tout de A à Z d'une seule traite en une seule nuit, ça c'est sûr et certain que je le ferai pas. Maintenant, on parle des architectes de Babel, donc un gros one-shot de 400-500 pages chez Glénat. Alors, peut-être que moi que ça perturbe, mais le dos m'a perturbé. C'est que c'est marqué Shonen Manga, et c'est la couleur des Seinen. Alors normalement quand c'est un shonen manga, c'est comme les... j'en ai pas sous la main, mais c'est comme les Dr Stone et les One Piece, il y a un vert fluo dégueulasse. Là c'est une sorte de marron rougeâtre qui est propre au Berserk, au Parasite, au Hajin. Donc ça m'a un peu surpris de voir shonen avec la couleur seinen. Peut-être que moi que ça perturbe, mais voilà. Donc c'est un petit one-shot historique où on suit Gaga, l'architecte du roi de Babylone, qui lui demande de construire la fameuse tour de Babel, et lui il se dit mais moi j'ai pas les compétences en fait pour construire la tour de Babel. Et on lui parle de Nimrim, qui est le descendant d'un certain Noé, qui aurait construit un immense bateau pour survivre à un déluge dans un pays lointain, donc le bateau de Noé, et donc il va le retrouver pour qu'ensemble ils construisent la fameuse tour de Babel, même si il va y avoir des petits conflits politiques, des gens qui vont penser à leur gueule avant de penser au bien du royaume, après on va voir les conséquences de la tour de Babel, etc. C'est super intéressant, c'est vraiment cool, c'est une bonne histoire, j'ai adoré, même si j'aurais peut-être préféré qu'on montre plus le côté, la construction de la tour de Babel, plus que ce qu'il y a avant, parce que finalement, la partie construction de la tour de Babel est très peu présente dans l'œuvre, et on passe plus le côté avant, et la rencontre entre Gaga, donc, qui est le personnage qui est ici, avec Nimrim, qui est le personnage qui est ici, avec ce côté un petit peu personnage qui a l'air un petit peu, entre guillemets, l'autiste surdoué, où il voit des choses que personne ne voit, il arrive à concevoir des trucs genre avec 100 ans d'avance, etc. C'est vraiment sympa. Je suis juste un petit peu déçu sur un point, c'est qu'on m'a vendu le bouquin comme étant écrit par un jeune auteur qui sortait d'une école d'architecture. Je trouve que le côté architecture, dans le sens les décors, m'ont pas plus ébahi que ça. Genre j'étais, ouais, bon, il y a des décors, mais ils sont simplistes, ils sont là, mais c'est vrai qu'en fait, dans mon inconscient collectif, à moi, etc., dans mon inconscient, en fait, je pense, auteur de manga, architecte, je pense à Tsutomu Nihei, l'auteur de Blame, qui avait des décors de ouf. Et là, je me dis, ah, je vais avoir une sorte de Blame de ouf, genre Heroic Fantasy, antique, etc., ah bah non, c'est des décors, voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être pensé je me dis, peut-être qu'ils vont fournir plus le côté cours, architecture, etc. Même pas, un petit peu, mais vite fait, quoi, c'est pas le truc le plus présent. Donc je suis un peu déçu sur ce point de vue-là, sur le côté l'architecture. On ne l'aurait pas dit, je pense que j'aurais bien aimé le manga, mais voilà, c'est parce que c'est un gros one-shot de 400-500 pages. Mais c'est vrai que là, quand j'ai vu architecte, je dis, oh putain, ça va être trop bien. Je suis, ah ouais, bon, bah... Je pense qu'il devrait faire mangaka plutôt qu'architecte. Hein. C'est horrible ce que j'ai dit, mais voilà. Voilà, donc si vous avez un petit truc, vous cherchez un petit truc à lire, voilà, une histoire courte, voilà, je vous conseille les architectes de Babylone, de Babel. Alors, pareil,
j'ai juste pas compris. C'est sur le dos, j'ai trouvé le titre difficilement lisible parce que c'est marqué les comme ça, architecte comme ça, de Babel. Et je me dis, mais moi je lis comme ça ou comme ça, mais là c'est tu dois changer ton angle de vie, enfin tu dois lire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Wesh, à la fin j'ai un torticolis moi à la fin de lire, à la fin quand tu l'as dans ton étagère, ça va être horrible. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait le choix d'écriture pour le titre. C'est difficilement lisible, c'est pas très agréable, mais voilà, c'était juste pour en parler. On va parler du prochain manga. Et c'est Maison Ikoku, 10e et dernier tome de cette série de Rumiko Takahashi. Après, j'ai parlé de Mermaid Saga il y a quelques semaines, le tome est juste là. Je vais en parler vite fait avant de commencer à parler de Maison Ikoku. C'est que j'ai fini le tome, j'en ai pas parlé, j'avais pas fini le tome la dernière fois. Depuis, je l'ai fini et c'est trop bien. C'est vraiment super bien, c'est limite en train de devenir même... Je crois que je préfère plus que Ranma en fait. Alors peut-être que c'est parce que c'est une série courte, etc. Mais c'est vraiment trop bien. Le côté, le héros, il y a des histoires tragiques où il a rencontré quelqu'un il y a 50 ans, il le revoit 50 ans plus tard, c'est devenu un vieillard, il a la haine, etc. C'est trop bien. Ah, j'ai trop kiffé, là, franchement, j'ai bien aimé quand j'ai dans ma vidéo, la semaine dernière, j'ai dit que j'avais bien aimé. Là, j'ai surkiffé. Là, j'ai fini le bouquin, je me dis, je veux la suite. Voilà, maintenant, on part de Maison Ikoku, donc 10e et dernier tome de cette série, donc c'était la grande série des fans du Club Dorothée, ou peut-être un petit peu avant, qui ont surkiffé Juliette Je t'aime, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours dit que je préférais Ranma 1/2 pendant 9 tomes. Et maintenant que j'ai fini, alors je préfère toujours Ranma 1/2, mais je trouve la fin de Maison Ikoku plus satisfaisante que celle de Ranma. Parce qu'en fait, Ranma à la fin, il se marie, entre guillemets, parce que finalement le mariage n'est pas vraiment terminé, etc. Et en fait, c'est un peu, on continue notre vie. Et c'est genre, le quotidien continue. À la fin de Maison Ikoku, je le dis direct, bah en fait, on sait ils sont mariés, on sait ce que deviennent tous les personnages. On sait que machin il retourne chez lui, on sait que machin se marie, on sait que machin a 4 enfants, on sait que machin a tel enfant. Et c'est super intéressant de dire, voilà, l'histoire se termine et on sait ce qu'ils vont devenir. Ranma, on sait pas trop ce qu'ils deviennent, c'est un petit peu là où c'est rageant. Mais sinon, je kiffe beaucoup plus Ranma pour le côté action, shonen, etc., les combats, etc. C'est vraiment trop cool. Maison Ikoku, là, j'avoue que le 10e tome m'a marqué. Ah, le 10e tome, tout le moment où la gardienne rentre chez elle, qu'elle est en mode tristesse, qu'il y a Godai qui vient la voir, et dit non, je veux pas lui parler, je veux pas lui parler, et qu'il y a un passage où, genre, il y a un promoteur immobilier qui vient, et dit mais t'as renvoyé Godai? Il fait non, c'était juste le facteur, en fait. Elle dit ah, d'accord. Il me dit, t'as envie de voir Godai, et toi, non, j'ai pas envie de le voir. Ouais, c'est ça, t'as envie de le voir. J'ai trouvé ça génial, ce petit passage avec sa mère. Et bon, quand ça y est, ils s'avouent leurs sentiments, et que... Zizi Pampan, quoi. Il y a une scène, alors, on voit quasiment rien, ils sont juste à poil dans un lit, mais tu dis, waouh, ils ont... Waouh. Alors, je sais que c'est un seinen, mais c'est vrai que j'étais un petit peu... J'avais les yeux écarquillés, je dis, waouh, elle a dessiné ça, Rumiko Takahashi. Waouh, ça m'a scotché, hein. J'étais sans voix quand j'ai vu ces passages-là. Alors, c'est une page ou deux, mais c'est vrai que... Souvent, les personnages, ils sont amoureux, mais ils sont asexués. Genre, on verra jamais la consommation du mariage. Et là, c'est vrai que de voir qu'ils ont consommé le mariage avant le mariage, c'était surprenant. Mais voilà, j'ai bien aimé Maison Ikoku. Je relirai pas tout de suite, mais en tout cas, maintenant que j'ai fini, je pense que je prendrai encore plus de plaisir à relire l'œuvre. Maintenant que je sais qui finit avec qui, je connais peut-être mieux les personnages. Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé la série en ne connaissant pas l'animé, en connaissant rien, et j'étais un petit peu extérieur à tout ça. Forcément, les gens qui ont grandi avec la série Je t'aime, ils étaient à fond dessus. Moi, j'étais un peu... Je découvre une vieille série de Rumiko Takahashi, alors que moi, j'ai connu avec Ranma, Inuyasha, qui sont des styles plus modernes, et en plus dans un genre beaucoup plus heroic fantasy, etc. C'est vrai que ça m'a surpris, j'étais un petit peu décontenancé pendant pas mal de tomes, mais ouais, au final, j'ai bien aimé, et c'est une bonne œuvre, et je suis très content. Maintenant, il faudra que je me fasse les Inuyasha et les Rin, parce que c'est ce qui me manque avec les Lamu, mais j'ai cru comprendre que Lamu allait peut-être ressortir un de ces 4 chez Glénat, donc j'attends. J'en ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne dans un mes lectures, et j'avais dit que j'en reparlerai quand j'aurai le temps. C'est les Osamu Tezuka de Feulebele, l'éditeur qui a réédité 2 de leurs titres sur les 6 qu'ils possèdent. Et moi j'avais déjà Alabasta et... comment il s'appelle La Grande Bataille de la Diletta, et j'avais pas leurs 4 autres titres, donc Néophoste, je sais plus c'est quoi l'autre. Je crois que c'est marqué à la fin. Non, j'ai pas de bol, c'est marqué à la dernière page.
et l'homme qui aimait les fesses. Et donc là, ils ont sorti Avaler la Terre et Debout l'Humanité. J'ai commencé avec Debout l'Humanité parce que je me souvenais d'une image où on voyait une sorte d'Adolf Hitler. Et je pensais que c'était un manga sur la Seconde Guerre mondiale. Et alors, non, pas du tout. Alors, c'est un manga sur la guerre du Vietnam. Alors, il y a toute une explication sur ce qu'a voulu faire l'auteur à la fin. Et en fait, ça m'a permis de bien comprendre l'œuvre, en fait. Parce que déjà, visuellement, c'est très différent de ce que fait Osamu Tezuka. Dans le sens où c'est un trait beaucoup plus fin, beaucoup moins rond. Enfin, c'est vrai que c'est... Si on m'avait pas dit que c'était Tezuka, j'aurais pas deviné tout de suite que c'était lui. Parce qu'il y a vraiment pas ces mimiques de dessinateur, il n'y a pas ces personnages fétiches qui reviennent. Alors plus quand il y a Mickey, donc le personnage qu'il y a ici, on reconnaît plus sa batte que le personnage principal qui ressemble à Hitler, où j'ai moins reconnu tout de suite Tezuka. Et waouh, ah c'est chaud. Ah l'histoire elle est dure parce qu'on suit un soldat qui fuit une guerre et qu'on lui dit ouais la guerre va durer 20 ans. Et en fait on est en train de créer une sorte de nouvelle race de soldats qui vont se battre à notre place. Et sauf que le personnage principal a un spermatozoïde un peu bizarre, c'est qu'il a deux, alors en plus il y en a partout en fait, il a deux petits flagelles, je sais pas si on verra bien, voilà, deux petits, il y a une tête et deux flagelles, et donc ça va créer une nouvelle race de soldats, et donc né de ça, alors c'est pas les hermaphrodites, c'est les asexués, et donc en fait ils vont servir à tout, à bout d'un moment ça devient des esclaves modernes, ils peuvent servir, on peut les tuer, on peut les violer, etc. C'est super dur, hein. J'avoue que je m'attendais pas à lire ça, à un moment je me suis arrêté, je me suis dit waouh, Tezuka il avait un truc en lui, il fallait qu'il l'extériorise parce que le récit il est ultra dur, ultra violent. Tout ce que traverse le premier des asexués, Mickey, qui change de sexe, un jour il veut être un garçon, un jour il veut être une fille, enfin il y a plein de thématiques qu'il aborde dans ce bouquin. Waouh, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire de Tezuka, ou alors il a eu une période, surtout ce qu'il y a chez Delcourt Tonkam, où il y a des histoires un peu plus sombres, mais là c'est vraiment dur de chez dur, quoi. Genre, les Trois Adolphes et, je sais plus, MW à côté, c'est light, en fait. On finit par parler d'un comics, Sandman, un comics de 400 pages, le 4e tome sur 7, donc je suis quasiment à la fin de la série, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé, et que j'achète un tome quand j'ai le temps, avec, en même temps, vu l'épaisseur du bouquin, et toutes les explications qu'il y a à la fin des tomes, faut son temps pour lire le bouquin. Dans ce tome-là, on est sur une grosse histoire de 9 chapitres, où, Destin, Rêve et sa sœur Délire partent à la recherche de leur frère disparu, la Destruction, qui a disparu il y a 3 siècles de ça. Donc il est l'un des 7 éternels infinis de leur monde. Je vais en reparler, je crois que c'était mentionné dans le tome 3, quand il y avait eu la réunion des 7 infinis, c'est qu'il y a un truc qui a disparu avec la VF, c'est que les 7 infinis ont des noms qui commencent par D. Il y a Dream, le rêve, Death, la mort, Destiny, le destin, Désir, le désir, Desespoir, le désespoir, Délire, le délire, et Destruction, la destruction. Et c'est dommage, c'est que mort et rêve, c'est un peu compliqué de trouver un synonyme qui commence par D avec, pour mort et pour rêve. Donc on perd un petit peu ce petite spécificité, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Au moins on nous l'explique à la fin. Rêve et sa sœur Délire partent dans un road trip dans le monde terrestre. J'adore. Clairement, le rêve qui est grand, stoïque, limite, le mec, c'est un dramaturge, c'est Shakespeare, c'est tout dans la dramaturgie, tout dans le désespoir, etc., tout dans la tristesse, qui avec Délire, qui voit le monde dans toutes les facettes, etc. C'est génial, j'adore ce duo. Donc j'espère qu'on les reverra dans les prochains tomes, même si je pense que les auteurs vont moins consacrer de temps à Délire et peut-être plus montrer Désir et Désespoir qu'on a un peu moins vu, peut-être un peu plus aussi Destin qu'on a aussi pas beaucoup vu. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur Désir et Désespoir. On se dit que c'était jumeaux, donc là j'aimerais bien voir un peu plus cette origin story sur eux. Mais en tout cas voilà, Sandman c'est trop bien. Lisez le comics, de toute façon je pense qu'il va cartonner dans quelques mois quand il va y avoir la série sur Netflix, parce que je pense qu'elle va être trop bien. Déjà il y a Tywin Lannister qui va jouer un personnage important, il va y avoir Brienne de Tarth qui va jouer Lucifer, ça va être génial. De toute façon Sandman c'est trop bien. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez!
Ciao tout le monde!